On remarque souvent que les personnes qui sont transphobes, en fait, elles n'ont jamais rencontré, mais je veux dire interagi avec une personne trans. Elles n'ont jamais fait que de lancer des insultes comme ça à la tête de gens qu'elles ne connaissaient pas. Et c'est tout ce qu'elles font, ou envoyer des commentaires haineux sur Internet à des gens qu'elles ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Bonjour, moi c'est Violette, 23 ans, elle. Bonjour, moi c'est Zach, j'ai 45 ans, je suis un homme trans, mon pronom c'est il. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Adeline, j'ai 31 ans et j'utilise le pronom elle. Être transgenre est une pathologie mentale. Ah ouais. Voilà, je crois que ça va être unanime. Ça va être unanime. Bon ben voilà, officiellement, elle a été retirée des maladies mentales en 2018, tout comme l'homosexualité a été retirée il y a 40 ans des maladies mentales aussi. Sur la définition, pourquoi il faut une maladie mentale, c'est qu'on se sent mal en fait, qu'on se sent malade dans la tête. Et que du coup, on n'arrive pas à s'intégrer dans la société. Le truc, c'est qu'on ne se sent que mal quand les autres nous discriminent. Ouais, quoi. c'est ça. Quelque part, ça arrangeait bien la société de nous reconnaître comme des malades, parce que comme ça, on ne remettait pas la société en cause. Le problème, il vient pas de nous. Exactement. Le problème, il vient de la façon dont on nous voit et dont la société nous perçoit. Et ok, c'est bon, vous êtes malade, on va vous guérir, c'est tout, case closed, et plus besoin de remettre en cause la vision de la société par rapport à la transidentité. En fait, les gens se trompent, ils mélangent en fait genre et sexe. Ils pensent que c'est la même chose. Mais on a deux mots, c'est pas parce que c'est la même chose, c'est pas des synonymes, c'est deux choses différentes. Le sexe, c'est biologique, c'est le corps. Est-ce qu'on a un long nez ou des petites oreilles et puis le genre, c'est comment on se sent, qu'est-ce qu'on aime, comment on vit, quelle attitude on a. Au niveau du sexe, la société occidentale considère ça comme binaire. Et je dis bien société occidentale comme ici en Belgique. Déjà, rien que dans la nature, tout n'est pas si binaire. Il y a des personnes qui naissent intersexuées, dont les caractéristiques sexuelles, et pas uniquement les organes génitaux d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'autres caractéristiques sexuelles. Ces caractéristiques ne sont pas clairement définies. Les médecins, parfois, quand les organes génitaux ne sont pas clairement définis, qu'il y a un petit peu des deux, forcent les parents à vouloir réaliser une opération simplement sur la taille du pénis. S'il est en dessous d'une certaine taille, il faut le faire opérer pour que ça corresponde à une femme, et si c'est au-delà, on l'opère et donc on mutile l'enfant pour qu'il corresponde aux deux genres reconnus dans la société. De nouveau, nous on ne considère que deux genres, hommes et femmes, mais c'est culturel. Dans certaines sociétés, comme les sociétés amérindiennes, ils reconnaissaient notamment jusqu'à 5 genres. Ouais. Également en Thaïlande, il y en a 3. Au Mexique, il y en a 3. Ça dépend vraiment des cultures et ça prouve bien que c'est social. Que le sexe, c'est une chose avec certaines caractéristiques physiques et biologiques, même au niveau chromosomique. Et le genre, c'est du social. Et souvent, plus on a tendance à essayer de rentrer dans les stéréotypes pour justement obtenir cette reconnaissance qu'on n'arrive pas à avoir autrement. Donc on a tendance à leur essayer de forcer parfois, et certains plus que d'autres. Et alors les médias, qui est-ce qu'ils font ? Ils vont chercher justement les gens qui sont les plus fragilisés comme ça, et qui tombent très fort dans les stéréotypes. Ils vont chercher des femmes trans qui s'habillent comme des poupées Barbie, qui se maquillent tous les jours, qui n'osent pas sortir comme une femme le fait tous les jours, en pantalon ou sans se maquiller ou quoi que ce soit. Et même chose pour les hommes trans, on les voit beaucoup dans les salles de gym et tout, en essayant de gonfler leur musculature pour essayer de transformer leur corps pour qu'il ait l'air le plus viril, entre guillemets, ce que la société définit comme viril. Il y a deux termes d'ailleurs différents, qui est le terme transgenre et le terme cisgenre. Quand on naît, pour le moment, le médecin, sur base de ce qu'il voit entre nos jambes, il dit « Ah, c'est une fille, ah, c'est un garçon ». Ça, c'est comme ça qu'il le fait. Et donc, il nous attribue un genre comme ça, rien qu'en observant nos organes génitaux. Et les personnes cisgenres, qui sont la majorité de la population, on est bien d'accord,
se ressentent dans le genre qui leur a été donné à la naissance, sur base de leurs organes génitaux. Voilà. Les personnes transgenres, elles ne se sentent pas en adéquation avec ce qu'on leur a donné comme genre à la naissance. Et donc il y a des enfants qui disent, comme c'était mon cas, à 3 ans, disaient bah, moi je suis un garçon, ou plutôt plus exactement, je veux être un garçon. On a du mal à l'exprimer au début, hein. On l'exprime peut-être pas vraiment oralement, mais par exemple je refusais de mettre des jupes et quand on m'obligeait, ben, j'étais en colère. Un ressenti, c'est intimement personnel et ça ne peut pas être contredit par une autre personne. Quand quelqu'un me dit « j'ai peur », je ne peux pas lui dire « non, tu n'as pas peur Voilà. ». C'est pareil pour nous. On sait très bien, au fond de nous, qui on est. Peut-être qu'on met longtemps à s'en rendre compte parce qu'il y a la pression de la société, parce qu'on a des barrières ou, voilà, à faire sauter. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui le savent très jeunes, comme d'autres, qui s'en rendent compte plus tard. Moi, c'était mon cas, je m'en suis rendu compte plus tard. A posteriori, je l'avais toujours eu sous les yeux, mais je n'étais pas prête à m'en rendre compte. Et c'est un ressenti, ça ne peut pas être contredit. Alors, ah bah ouais, une personne transgenre n'est pas un vrai homme ou une vraie femme. Bon, c'est facile. On oublie la partie corps, physique. Qu'est-ce que c'est un vrai homme et une vraie femme? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont savoir répondre sans tomber dans des énormes stéréotypes en disant un homme, ça doit boire de la bière, ça doit aimer le foot, ça doit pas pleurer, ça doit... Et à l'inverse, une femme, ça doit faire les tâches ménagères, ça doit s'occuper des enfants, rester à la maison. Ça, de nouveau, c'est une conception culturelle. Et je pense que la période actuelle, elle éclate les barrières de genre et les personnes trans explosent ces normes de genre justement parce qu'on veut sortir de nos cases dans lesquelles on nous a mises et être nous-mêmes. Quand on se rend compte qu'on est transgenre, en fait, c'est à la fois un sentiment d'euphorie parce qu'on dit « ça y est, j'ai enfin trouvé le malaise, qu'est-ce qui n'allait pas chez moi, pourquoi je me sens pas bien dans ma peau et tout ça ». Et en même temps, c'est hyper effrayant parce qu'on se dit, est-ce que je vais avoir le courage maintenant de révéler ça au monde et de vivre tel que j'ai envie de vivre en fait. Et c'est plutôt cette peur en fait qui retient les gens. Et donc les gens, ils économisent leurs forces, comme ça ils se construisent petit à petit pour être à un moment, ils se disent, ok maintenant je suis suffisamment fort pour le faire et donc maintenant j'y vais. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'y ont pas réfléchi parfois pendant des années et des années avant en fait. Avant, les mots qu'on employait c'était transsexuel. Alors transsexuel, ben, ça renvoie à la prostitution, ça renvoie à toutes les images des médias auxquelles on ne peut pas s'identifier. Donc moi, si on parlait de transsexuel il y a 30 ans, l'image que j'en avais, c'était une prostituée au Bois de Boulogne par exemple. Donc je ne pouvais pas m'identifier en homme trans face à une prostituée, une femme trans du Bois de Boulogne qui faisait de la prostitution. J'ai rien contre la prostitution et tout ça, mais je veux dire, je pouvais pas me reconnaître parce qu'il y avait par exemple aucune image d'homme trans. Donc c'est difficile de dire voilà, je suis un homme trans quand on n'a même pas le vocabulaire. Je pouvais juste dire je suis pas une fille, je suis pas une femme. Et donc parfois les enfants, ils n'ont pas ces mots-là non plus. Donc il y a plein d'enfants dans les écoles. C'est la même chose, hein. Il y a le même pourcentage chez les adultes que chez les enfants, quoi. C'est 3 sur 100, quoi. Et les adultes trans ont été des enfants, à un moment. Ont été des enfants, évidemment. Donc il y a en ce moment 3% d'enfants qui sont trans et qu'on ne respecte pas. Et donc les gens sont perturbés parce qu'ils voient un physique femelle et on leur dit, voilà, je suis un homme. Et donc ils n'arrivent pas à matcher. Pour eux, un physique mâle, c'est toujours un homme, et un physique femelle, c'est toujours une femme. Et c'est pas vrai. Tous les transgenres se font opérer des parties génitales. Bah non, hein. Voilà, non. Ça dépend si on se sent bien dans son corps ou pas. Certainement pas. Voilà. Moi, personnellement, j'ai aucun problème avec mon corps. Dès le début, ça a été clair. D'ailleurs, ça a posé un petit problème à la Défense. Parce que quand j'ai fait mon coming out à la Défense, en 2017, c'était encore l'ancienne loi en Belgique. Ah ouais. L'ancienne loi qui psychiatrisait le parcours. Et donc, on devait aller suivre des séances chez un psychiatre pendant 2 ou 3 ans. Qui, après être rentré dans sa vision de la femme ou de l'homme, hein, via des checklists, j'aimais coudre, j'aimais jouer à la poupée, etc. Et c'est lui qui nous disait, tu es une femme ou tu es un homme. Hein. C'était comme lui savait mieux que moi en fait, ce que j'étais. Le droit de décider si on était suffisamment
dans les stéréotypes femmes ou dans les stéréotypes hommes. Voilà. Et si on ne correspondait pas à sa vision, son concept d'homme ou de femme, bah, il disait non, vous n'êtes pas vraiment trans. Et après ça, c'est lui qui donnait l'autorisation d'aller chez un endocrinologue, qui nous donnait des hormones féminisantes ou masculinisantes, parce que c'était le parcours prévu dans la loi. Et au final, on était obligé, si on voulait pouvoir changer son genre sur la carte d'identité, de changer physiquement son corps, d'être stérilisé et en même jusqu'à temps la de se faire stérilisation. opérer des parties génitales. C'était le parcours prévu dans la loi et on parle de ça avant 2018. Directement, j'ai dit « Ah non, moi, hors de question, moi j'ai pas de souci avec mon corps, je vais pas aller me faire charcuter ou mutiler parce que j'en ai pas besoin. » Certaines personnes en ont besoin et en ont envie et c'est tout à fait leur droit, tout le monde a le droit, mais moi j'ai pas besoin de ça et j'ai aucune envie. Heureusement, le plus scandaleux, la nouvelle loi changeait. Heureusement que ça a changé, parce que le plus scandaleux, c'est que si on y réfléchit, ça peut même se rapprocher de l'eugénisme. Ouais. C'est-à-dire que toutes les personnes trans, pour être perçues pour le genre qu'elles sont officiellement, doivent être stérilisées. Ouais. C'est hallucinant, ça. Ouais. Mais non, toutes les personnes n'ont pas, d'ailleurs on en est la preuve je pense, toutes les personnes n'ont pas envie et n'ont pas besoin d'une opération génitale. Et ces lois abominables existent en Europe actuellement. Hein. Il n'y a que 3 pays pour l'instant en Europe qui ont des lois d'autodétermination. C'est-à-dire où on peut maintenant venir à la commune et dire voilà, je veux changer mon prénom et je veux changer mon enregistrement de sexe. Il n'y a que 3 pays. C'est l'Irlande, Malte et la Belgique. Voilà, il y a des personnes qui n'ont pas besoin ou n'ont pas envie de faire ces opérations, mais il y en a d'autres qui ne le font pas parce que c'est très cher, c'est également très risqué, avec des conséquences médicales et des impositions médicales très lourdes par après. Ouais. Mais voilà, il y a une multitude de raisons pour lesquelles les personnes ne le font pas. L'opération peut échouer aussi. Hein. Être une personne trans n'implique pas non plus un traitement hormonal. Non. Il y a 5 ans d'ici, quand tout le monde me voyait comme un homme, j'étais déjà une personne trans, je l'ai toujours été, je le serai toujours, peu importe la façon dont je m'habille, peu importe la façon dont je me comporte, je suis une personne trans. Il y a des personnes trans qui ne choisissent pas non plus un traitement hormonal parce qu'elles n'ont pas envie de modifier leur corps avec un traitement hormonal, c'est pas obligatoire non plus. Toutes les femmes savent ce que c'est que prendre la pilule, c'est un traitement hormonal aussi. Hein. Ça a des conséquences sur le corps, ça a des conséquences sur les émotions, ça a des conséquences sur tout. Pour les enfants, il y a ce qu'on appelle les bloqueurs d'hormones, justement, qui vont simplement bloquer la puberté pendant un certain temps. Tant que la personne va prendre ce traitement, la puberté ne va pas se développer. Et donc ça permet aux enfants qui, très précocement et très, très jeunes, disent voilà, je suis femme, je suis homme, etc. Ça permet d'éviter que les signes de puberté comme la muée de la voix, comme le développement de la pilosité ou de la poitrine n'interviennent. C'est un traitement sans conséquence définitive. Donc dès qu'on arrête ce traitement, la puberté arrive. Voilà. Donc ça permet à l'enfant de arriver à l'âge, déjà d'une part l'âge légal pour qu'il puisse choisir un traitement hormonal, mais également que ce soit quelque chose de réfléchi et que l'enfant, et par après l'adulte, soit bien conscient et consciente de ses choix par rapport à ça, par rapport à son corps. Donc le concept de passing, c'est le fait de « je suis une femme trans », et dans la rue, on ne va pas voir que je suis une femme trans. On verra comme une femme. Pareil pour les hommes trans, où on les verra comme des hommes sans voir leur particularité trans. Mais ce passing, il est également très... c'est une énorme pression sur la peau, sur les épaules des gens. Comme, ah, vous sortez d'une case, mais alors il faut absolument rentrer dans l'autre pour ne pas que ça se voie. Comme si le fait d'être trans était une honte, ou ça ne devait pas se voir. Oui, c'est clair qu'il y a certaines personnes qui le choisissent. Le fait d'être visiblement trans dans notre société, c'est encore s'exposer à des violences, à des discriminations et des violences qui peuvent être mortelles. On n'est pas en train de tromper quelqu'un en fait. On n'est pas en train de se faire passer pour qui on n'est pas. On est vraiment en train de se montrer tel qu'on est. Alors oui, ceux par exemple qui n'ont pas fait d'opération, si on veut avoir une relation amoureuse, à un moment, ça va se voir. Sexuelle, par exemple. Si tu veux avoir si c'est juste amoureux, platonique, il n'y a pas de souci. Par exemple, quelqu'un qui a fait de la prison, et puis qui est sorti, et qui a fait une croix sur ce passé-là, on ne va pas aller l'obliger à venir dire, voilà, moi j'ai fait de la prison, etc. Il n'y a pas d'obligation. S'il a changé, il a changé. Se dévoiler, c'est toujours, et certainement la particularité trans, c'est toujours un saut dans le vide. On ne sait pas comment la personne en face va réagir. C'est toujours une insécurité.
Et un coming out, ça peut être dangereux. Et certainement dans le cadre des relations amoureuses où on a envie et qu'on ressent le besoin d'en parler, ça peut être dangereux. Il y a des émissions américaines qui parlent de ça, qui s'amusent avec ça, en disant qu'ils prennent une femme trans qui avait fait une vaginoplastie, qui sortait avec un homme et qui n'avait jamais dit qu'elle avait fait une vagino et qu'elle était une personne trans, par exemple. Et les hommes avaient l'impression qu'ils avaient été trompés quelque part. Mais il n'y a pas de tromperie. Et, les hommes, j'ai remarqué, se sentent très fort attaqués dans leur masculinité si ils ne correspondent pas au cliché de l'homme, même point de vue orientation. Et ils pensent que sortir avec une femme trans va remettre en question leur orientation hétéro, homosexuelle, etc. Alors, les transgenres sont tous homosexuels. Ils ne sont pas plus homosexuels que n'importe quelle personne cis, en fait. Il ne faut pas confondre avec la pornographie et les chimées et tous ces délires, là, parce que... Chimée, barrez ça, il n'y a pas de chimée qui tienne. Une personne homosexuelle ne va pas chercher une femme trans, parce que voilà, un homme homosexuel va chercher un homme. Peu importe s'il a un pénis ou pas. Une femme lesbienne va chercher une femme. Enfin, tout dépend aussi de comment on ressent ses relations, mais l'identité de genre, c'est qui je suis quand je me couche. Et par contre, l'orientation sexuelle ou les préférences sexuelles, c'est avec qui je couche. C'est pas du tout la même chose. Donc chez les personnes trans, il y a autant de personnes homo, hétéro, bi, pansexuelles, il y a toutes les sexualités. Comme les personnes gays qui font leur coming out, les trans doivent faire leur outing. Alors, déjà là, je pense qu'il y a un problème dans les termes. Il y a un problème dans les termes. Disons que là, on utilise coming out et outing comme si c'était la même chose. En fait, déjà, coming out et outing, c'est pas la même chose. Ah oui, outing, comme ça. Alors, le coming out, c'est la personne qui va dire, qui va annoncer à son entourage « je suis une personne trans ». Le outing, c'est quand quelqu'un d'autre va venir et, par exemple, je suis au bar et on va lancer mon dead name, mon morinon, donc mon ancien prénom, et donc montrer à tout le monde que avant on me traitait comme une femme, quoi. À ne jamais faire. Et à ne jamais faire. Et jamais donc, dire que l'autre personne est trans. Okay, si la personne veut divulguer qu'elle est trans, elle le dira. C'est à elle de le faire. Parce que ça peut mettre en danger et ça peut avoir tout un tas de conséquences qu'on ne maîtrise pas. C'est mieux que nous, on ait de la maîtrise sur notre degré de danger ou pas. Imaginez qu'on est dans un bar, etc., et qu'on lance comme ça, c'est elle qui a fait ça, quoi. Alors, si ça tombe dans les personnes qu'il y a dans le bar, il y en a qui sont très transphobes, et ils vont faire quoi? Ils vont m'attendre à la sortie du bar. Et que vous auriez lâché ça en public, vous n'avez aucune conséquence. Vous vous lavez les mains de tout ce qui va m'arriver après. C'est moi qui vais devoir assumer le mot que vous avez lâché, même par inadvertance, en fait. Alors, les personnes transgenres subissent une discrimination. Ça, je crois que c'est unanime. Voilà, oui, les personnes trans subissent des discriminations comme plein d'autres de minorités en Belgique, comme ailleurs dans le monde. Il faut savoir qu'il y a encore des discriminations institutionnelles, genre par exemple avec les soins de santé. On est soigné en fonction de la carte d'identité qu'on a et pas en fonction du corps que l'on a. Donc par exemple, si on est un homme trans et qu'on a toujours un utérus ou qu'on a toujours des seins, on ne sera plus remboursé pour faire une mammographie par exemple. Pourquoi? Parce que si j'ai changé ma carte d'identité et que j'ai un M dessus, les mâles n'ont pas de remboursement pour la mammographie. Et par exemple, si une femme trans attrape un cancer de la prostate, elle ne sera pas remboursée non plus parce que les femmes ne sont pas censées avoir de prostate. Est-ce que les personnes trans finissent par tomber dans la prostitution? C'est un peu... Ça, je pense que... en tout cas, personnellement, moi, j'en ai souffert de ce cliché-là. Ça m'a empêché de me rendre compte que j'étais une femme trans parce que, comme on en avait parlé avant, c'est l'image qui était véhiculée par les médias, par les films, voilà. Et donc, et quelque part, derrière, ça a aussi une certaine réalité dans le sens où... de moins en moins, heureusement, parce qu'on évolue dans le bon sens, mais les personnes trans étaient marginalisées. Et donc, elles perdaient leur travail, leur famille, leurs amis. Et donc, dans la précarité, à un moment, elles ont dû faire ce choix pour pouvoir survivre. C'est la précarité qui pousse au travail du sexe, en fait. Et du coup, comme on nous excluait de la société, on les exclut du marché du travail. C'était le seul
possibilité pour survivre, c'était de faire le Voilà, travail du sexe. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et donc ce stéréotype est venu de, ben oui, les personnes étaient marginalisées, donc elles en sont arrivées à devoir choisir ça, donc c'est même pas un choix. C'est des engrenages. Pour se retrouver là-dedans, et donc de là on a tiré un stéréotype qui a été véhiculé dans les films, dans les médias, et c'est ça que ça a la vie dure aussi. Mais non, les travailleuses du sexe ne sont pas, les personnes trans ne finissent pas toutes travailleuses du sexe. Et le mot de la fin. Nous, on n'a pas un problème. Moi, j'ai pas de problème avec moi-même. S'il y a un problème quelque part, ça vient de l'extérieur. Ça vient de la société, ça vient de la personne avec qui je vais discuter, interagir. Mais non, moi, j'ai pas de problème. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais, et peu importe ce que les autres diront autour. On sait qui on est. On sait qui on est. Avant, comme tout le monde, comme tout le monde, on sait qui on est avant les autres. Du coup, et au-dessus des autres. Peut-être le mot de la fin, c'est que la transidentité, en fait, ça permet une très grande ouverture d'esprit. Et tous les gens qui côtoient, en fait, même des parents qui me l'ont dit, en fait, avoir un enfant trans, ça a été comme un cadeau, parce que ça m'a fait découvrir le monde, ça m'a fait comprendre toute une série de choses, ça m'a permis d'apprendre à l'accepter tel qu'il est et à l'aimer pour ce qu'il était. Et donc, c'était vraiment très positif. Après avoir vu des parents comme ça qui ont accepté la transidentité de leur enfant, eh ben, c'était vraiment presque une nouvelle vie qui commençait pour eux, quoi. Et le jour où vous rencontrez une personne trans, acceptez de ne pas avoir le mot sur la personne et de ne pas toujours poser toutes ces questions intrusives. Soyez humble, soyez bienveillant et respectueux, comme vous le feriez avec n'importe qui d'autre. Apprenez à connaître la personne. Et n'attendez pas non plus que la personne vous éduque par rapport à ça. Il y a moyen de s'informer soi-même. Voilà, c'est une personne comme une autre. Vous la respectez et vous êtes bienveillant envers la personne comme elle le sera envers vous. Voilà. Parce comme tout le monde remarque, a droit au respect. On remarque souvent que les personnes qui sont transphobes, en fait, elles n'ont jamais rencontré, mais je veux dire interagi avec une personne trans. Elles n'ont jamais fait que de lancer des insultes comme ça à la tête de gens qu'elles ne connaissaient pas. Et c'est tout ce qu'elles font, ou envoyer des commentaires haineux sur Internet à des gens qu'elles ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Tout ce qu'ils savent de cette personne, c'est qu'elle est trans. D'accord ? Mais à partir du moment où ils connaissent la personne, ils se rendent compte que c'est des gens comme tout le monde. Donc à partir du moment où on interagit avec une personne trans, cette espèce d'exotisme, de transidentité ou de bizarrerie ou même quand on considère que c'est le diable ou quoi, tout ça disparaît évidemment. Hein. Tout ça disparaît. Donc si vous voulez en apprendre plus sur les personnes trans, rencontrez une personne trans, parlez avec elle, discutez, buvez un verre avec elle et vous allez voir que ça n'est pas si bizarre ou si étrange que ça. Et apprenez à l'apprécier en tant que personne et pas spécialement en tant que personne trans.